Là, je suis Guillaume de Murcia, data scientist ici même chez Smart Tribune dans l'équipe R&D. Merci Zach pour ce premier talk. Et on enchaîne avec le deuxième, du coup, un pas vers l'IA de confiance, LLM et évaluation de la toxicité conversationnelle. Donc du coup, on va commencer à introduire ce sujet par finalement deux définitions pour ces deux expressions. D'abord, l'IA de confiance n'a pas été très original, j'ai pris la définition de Wikipédia, mais qui illustre bien le concept au sens que on souhaite que toutes les parties dans un projet IA aient confiance tout au long du cycle de vie du projet. Donc, c'est assez clair. Et IA, c'est un mot qui désigne beaucoup de choses. En particulier aujourd'hui, on a tous été emportés par la vague d'IA générative. Donc les liens avec les LLM, les premiers qu'on peut faire, c'est la protection des données privées, la protection contre les hallucinations dont sont accoutumés les LLM. Donc on a des moyens de les réduire, on l'a vu tout à l'heure, mais on a quand même des hallucinations qui sont intrinsèques au fonctionnement des LLM. Et du coup, c'est déjà deux terrains sur lesquels l'IA de confiance est clairement reliée à l'usage des LLM. Et les deux sujets qui vont nous occuper pour ce talk, c'est la protection contre la toxicité et l'évaluation et l'amélioration continue des solutions proposées qui utilisent des LLM. Donc, la protection contre la toxicité, qu'est-ce que c'est que la toxicité? Donc, nous, on va parler de la toxicité conversationnelle. La définition ici est un peu plus personnelle, un peu plus adaptée, finalement contextualisée avec le sujet. On va parler de toxicité conversationnelle pour tout message problématique dans une interaction avec un LLM. Donc, un message qui soit offensant, manipulateur, malveillant, et ce de manière explicite, du type juron, insulte, ou de manière implicite, une toxicité qui est plus subtile. Donc là, on a une petite image qui illustre des choses qu'on pourrait voir dans un chatbot, par exemple, des utilisateurs frustrés ou malveillants qui cherchent à détourner le comportement d'un modèle. Pour illustrer ça plus directement, ici, on voit qu'on est sur ChatGPT 4o et un utilisateur malveillant, à savoir moi-même, a essayé de jailbreak d'une certaine manière ChatGPT en lui imposant des prompts toxiques, le premier étant implicite. Je ne suis pas en train d'agresser ChatGPT, je reste courtois. Pourtant, je véhicule des propos insinuateurs et la réponse est plutôt bien tournée, quand bien même maladroite, vu qu'elle ne réfute pas le sujet. Et si je continue et je joue sur le fait que ChatGPT possède un historique et que je peux rebondir sur le sujet en l'agressant d'une nouvelle manière, cette fois-ci explicite, finalement, il garde en tête que je suis énervé, et pour la raison que j'ai invoquée dans le premier message, et il va lui-même associer un magazine avec des propos éventuellement racistes. Et me demander ben, qu'est-ce qui m'a fait penser à ça. Et donc, à quoi ça peut mener ce type de message? Parce que là, c'est ChatGPT. Je ne vais pas faire de procès à OpenAI. C'est moi-même en plus qui ai essayé de le piéger. Par contre, admettons que ce soit une solution d'IA proposée dans un chatbot pour une marque, un grand compte, comme les clients avec qui nous travaillons. Euh, le problème, c'est que voilà, on peut avoir une idée, lancer une preuve de concept. D'ailleurs, voilà, il y a Gartner qui dit qu'au moins 30% des projets IA des POC vont pas aboutir d'ici la fin de l'année avec l'IA générative, avec une raison que j'ai mis en avant qui est un contrôle des risques qui n'est pas maîtrisé. Et ça aussi, c'est simulé. Mais qu'est-ce qu'on pourrait voir venir dans cette situation? Un mauvais tweet qui vient reprendre ce que le chatbot d'un tel ou un tel nous a dit et qui va faire de la mauvaise publicité. Donc voilà, la toxicité, elle peut s'exprimer comme ça en nuisant à l'image de quelqu'un. Elle peut être plus directe, on peut être offusqué par la réponse du LLM, on peut soi-même se sentir blessé ou voir des biais éthiques, etc., qui nous touchent personnellement. Mais il y a la protection de l'utilisateur, il y a la protection de ceux qui mettent en place des services et des solutions utilisant l'intelligence artificielle générative.
Et ce type de comportement, c'est voilà, que ce soit voulu ou non. On peut avoir un utilisateur inconsciemment malveillant vis-à-vis du LLM, et du coup qui va engendrer quelque chose potentiellement de malveillant aussi. En tout cas, il faut s'attendre aussi à avoir des utilisateurs qui vont chercher à piéger le système. D'ailleurs, moi-même été cet utilisateur. Et voilà. Donc tout ça, ça nous a amené nous à nous poser des questions aussi. Comment on fait pour utiliser des solutions avec des LLM pour le faire de manière un peu plus sûre. Et cette question de la toxicité était centrale là-dedans, et on s'est demandé donc qu'ont fait les autres, quelles sont les recherches, l'état des recherches à ce niveau-là, qui font le lien entre les LLM, la toxicité, quelles sont les limites. Donc déjà, il y a plusieurs défis. Il y a le contexte. La toxicité, elle peut dépendre d'un contexte. Quelque chose qui nous paraît toxique, personnellement, ne l'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Donc, il y a des difficultés à fixer des limites et des barrières sur la toxicité. Il y en a qui sont plus claires que d'autres. Il y a des nuances. Des taxonomies, on va chercher à catégoriser la toxicité de plusieurs manières. Et selon le cas d'usage, on va peut-être avoir besoin de définir des taxonomies différentes. Le jailbreak ressort souvent comme une menace vis-à-vis des LLM, du fait que on puisse détourner le comportement initial prévu par un LLM et en faire quelque chose de négatif. Des biais qui sont à deux niveaux. Il y a les biais d'entraînement. La donnée fournie au LLM peut provenir peut elle-même contenir des biais. Je parlais tout à l'heure de biais éthiques, etc. Si la donnée d'entraînement le contient, le LLM est capable de la générer. Mais il y a aussi des biais dans l'évaluation ou la constitution de jeux de données, parce que on va nous-mêmes humains faire des erreurs d'annotation, on va essayer de faire annoter automatiquement des choses, il va y avoir des erreurs aussi. Donc il y a plein de biais qui se glissent là-dedans, c'est des défis. Et il y a le défi de la langue. On sait qu'il y a beaucoup de contenus qui fonctionnent très bien, en tout cas qui sont prévus initialement pour de l'anglais. Nous, on a aussi envie de vérifier que ça marche en français, peut-être dans d'autres langues. Il y a des recherches même qui montrent que suivant la langue, il est plus facile de piéger un LLM. Je ne vais pas les détailler ici, mais il y a plusieurs corpus qui ont été réalisés pour la toxicité. Ici, j'en montre 4. Il y en a 3 qui sont en anglais, 1 en français. 3 de ces corpus sont plutôt orientés complétion, au sens que on va évaluer la capacité d'un LLM à prolonger un prompt initialement toxique, plus ou moins toxique, et à voir si la continuité elle-même est toxique. Donc c'est intéressant, mais dans le contexte plus conversationnel et qui est l'utilisation principale aujourd'hui des LLM, on va avoir du mal à exploiter cette donnée-là. En plus de ça, je parlais de toxicité explicite, implicite. 2 des jeux de données sont explicites, 2 sont plutôt implicites, et finalement, c'est que le dernier, Do Not Answer, qui a retenu particulièrement notre attention, parce que même s'il est en anglais, il est orienté plutôt conversationnel avec de la toxicité implicite. Donc il représente quand même un défi, et on en reparlera rapidement plus tard de ce jeu de données. Et enfin, il y a des modèles, on retrouve souvent dans les papiers des références à Perspective API, Detoxify, ou des modèles qui ont été entraînés avec BERT, et plus récemment Mistral Modération, qui proposent des services justement pour reconnaître et détecter automatiquement la toxicité. Il y a des biais qui, par exemple, Perspective API, il est souvent cité dans les papiers, mais il est aussi souvent cité dans les limites vis-à-vis de la toxicité implicite. On va avoir une bonne performance sur des contenus explicites, beaucoup moins sur des choses qui ne contiennent pas des termes qui vont expressément exprimer la toxicité. Donc, d'où vis-à-vis de cet état de l'art, on avait nos propres problèmes, et on a essayé donc d'apporter une originalité, d'apporter aussi des réponses à des questions qu'on se posait. Et on a eu besoin de faire des hypothèses. Déjà, des 2 qui étaient structurantes, c'est qu'un LLM, c'est un bon candidat pour la détection de la toxicité. Parce qu'il y a une compréhension, je mets des guillemets, mais une compréhension qui va permettre de prendre en compte le contexte et la nuance que n'ont pas certains outils, comme je disais, Perspective API, et qui donc vont pouvoir venir voir de la toxicité dans l'implicite et pas seulement dans l'explicite. Ensuite, faire de la classification supervisée, donc des catégories de toxicité prédéfinies, c'est une bonne idée, c'est l'hypothèse,
mais on a besoin de concevoir une taxonomie qui est adaptée à l'univers conversationnel, si on veut l'appliquer à l'univers conversationnel, et pas forcément prendre n'importe quelle taxonomie de toxicité qui, aussi qualitative soit-elle, pourrait ne pas s'appliquer dans un univers, par exemple, comme celui de la relation client. Ensuite, les LLM, on les a utilisés, donc c'est ici le choix technologique, on les a utilisés comme, par exemple, Mistral Modération ou GPT-4 avec ou sans le function pony, c'est un détail, c'est pas très important, mais qui sont des modèles à l'état de l'art avec des latences et des coûts qui sont relativement faibles par rapport à d'autres modèles, donc qui sont intéressants pour l'expérimentation, tout en ayant des performances supposées intéressantes. Et on les a utilisés aussi dans la création de corpus. Ils nous ont assisté, que ce soit ChatGPT ou GPT-4 Mini, pour des tâches soit de création de données synthétiques, soit pour des traductions, vu qu'on visait une étude en plusieurs langues. Utiliser un outil comme GPT-4 Mini, c'est assez intéressant pour la partie traduction. Tout ceci s'accompagne d'un autre choix qui était de détecter la toxicité, non pas sur la réponse générée, ce qui est un peu ce que font les autres études que j'ai mentionnées, mais plutôt de détecter la toxicité en amont, c'est-à-dire dès l'entrée, dès le message utilisateur. Donc, l'hypothèse derrière ça, c'est la fameuse corrélation entre l'entrée et la sortie, le concept de garbage in, garbage out, qui dit que si la donnée d'entrée est mauvaise, la sortie l'est aussi. Et donc, où on se positionne, c'est de dire, si l'utilisateur fait une requête toxique, alors il est probable que la génération le soit aussi. Et donc, si on est capable de détecter la toxicité dès l'entrée, on pourra peut-être éviter au LLM de générer une réponse toxique. Ensuite, pourquoi ça nous paraît plus difficile de venir évaluer la toxicité de la réponse générée, puisque le LLM a tendance à atténuer, à lisser la toxicité. Donc, le fait de lisser la toxicité la rend par essence plus difficile à détecter. Ensuite, il y a le problème de jailbreak, de manipulation dont je parlais tout à l'heure. Si je détourne le comportement initialement prévu d'un LLM, en lui faisant faire quelque chose qu'il n'était pas censé faire, il peut me répandre du texte qui en lui-même n'est pas toxique. Pourtant, le fait d'avoir dévié son comportement l'était. Donc ça, de manière identique, on ne pourrait pas forcément l'évaluer automatiquement et de manière simple, alors que c'est de la toxicité qui est cachée derrière les agissements de l'utilisateur. Et enfin, il y a dans les défis actuels pour mettre en production des projets d'intelligence artificielle, il y a les latences, il y a les coûts, et on peut aussi se poser la question de paralléliser les tâches, et dans un contexte par exemple multi-agent comme a été présenté par Zach. Et le fait de détecter la toxicité dans la réponse générée par le LM, ça nous demande d'attendre l'output final. On est obligé d'attendre la réponse finale du LLM, quelle que soit la chaîne de traitement, pour évaluer la toxicité et valider ou non le fait de devoir l'envoyer à l'utilisateur. Et c'est ce que j'illustre ici par le schéma. On a une entrée, on a des agents qui travaillent, qui font des entrées, des sorties, des entrées, des sorties. On évalue la toxicité. Si c'est tout bon, on peut envoyer l'output. Sinon, il faut peut-être retraiter l'information par de nouveaux agents, etc. Donc, les processus, là c'est un schéma très simplifié, mais les processus peuvent être multiples. Mais en tout cas, il y a une latence qui est rendue obligatoire par cette étape de détection de toxicité. En détectant la toxicité vis-à-vis de la requête utilisateur, l'avantage c'est qu'on peut commencer à traiter comme si la requête n'était pas toxique. En parallèle, traiter cette question de la toxicité. Si besoin, parce que la requête est toxique, on peut commencer cette nouvelle chaîne de traitement. Sinon, on peut envoyer l'information à un moment donné dans la chaîne, que c'est validé, l'output sera vérifié. Mais du coup, les choses travaillent en simultané et on gagne un temps potentiellement considérable, ne serait-ce que pour, que ce soit toxique ou non, on gagnerait du temps à traiter les choses ainsi. Donc, je vous ai parlé de taxonomie. En termes de modélisation, si on continue, on prend un message et nous, pour cette étude, on est parti de conversations réelles, de logs de conversations réelles qu'on avait à notre disposition, et on les a classés en toxiques ou normaux. Donc, c'est les deux étiquettes binaires, en tout cas la classification binaire qu'on a commencé par faire, c'est distinguer les messages toxiques des messages qui ne le sont pas. Ensuite, on a essayé d'affiner cette notion de toxicité
et par des schémas récurrents et adaptés aussi au milieu de la relation client, on a défini 4 étiquettes principales qui sont les messages insultants agressifs, les messages sensibles controversiaux, les messages à risque réputationnel ou les messages de type jailbreak prompt injection. Ça résulte de l'analyse de log. Si on détaille un peu, j'ai mis des exemples de ce qui rentre dans chacune de ces grandes étiquettes de toxicité. Il faut avoir conscience, et on a conscience, que ça ne représente pas une partition de la toxicité au sens qu'on a des sous-ensembles de toxicité dont la réunion ne couvre certainement pas tout le spectre de la toxicité et dont les intersections sont non vides, étant donné qu'un message peut très bien être insultant, à risque réputationnel et à propos d'un sujet sensible. Donc, ce ne sont pas des catégories qui sont exclues l'une de l'autre, et comme je disais, leur réunion ne fait pas tout, mais dans tous les cas, c'est une classification qui était représentative des données qu'on a analysées et qui permettait quand même de les classer à travers ces 4 étiquettes. Ensuite, il fallait constituer de la donnée, créer de la donnée, en récupérer, etc. et la noter pour pouvoir mener des évaluations. Donc, la première chose, on avait donc 4 étiquettes de toxicité. Il faut penser aux messages qui ne sont pas toxiques, donc on a l'étiquette normale qui s'ajoute à ça, donc on a 5 étiquettes, et la stratégie première d'annotation était de définir une catégorie principale pour chaque message donné. Sauf que c'est difficile, c'est super difficile. Comme je disais, les catégories ne sont pas claires, la toxicité peut dépendre d'un contexte, il y a des nuances qui font que des fois l'annotateur est bloqué, et soit il passe beaucoup de temps, soit par défaut, il détermine une étiquette en ayant gardé en tête ce doute que ce n'était peut-être pas la bonne. Donc on a introduit une nouvelle catégorie. C'est la catégorie optionnelle qui, elle, comme son nom l'indique, est optionnelle. Donc on n'a pas besoin de la renseigner systématiquement, mais elle vient nous aider à trancher quand justement on a eu un doute. On met en principal la première chose qui nous passe par la tête, en optionnel si besoin, une étiquette secondaire qui vient compléter ça. Et comme je disais, ça facilite la notation, mais ça vise aussi à réduire des biais qui sont liés à la notation. Et donc ça, c'est aussi intéressant pour la maîtrise des biais. Et ça impacte les scores dans l'évaluation. Ça impacte les scores dans l'évaluation. Je pense qu'on va le voir juste après. Donc maintenant qu'on a une stratégie d'annotation, on a une taxonomie, il nous faut des métriques, parce qu'on va vouloir se référer à quelque chose. Si on mesure binairement la toxicité, ben on peut faire appel à des métriques de classification binaire. On a des représentations comme ici, des matrices de confusion, où on va venir reporter si une requête est normale et prédite normale, alors c'est un vrai négatif. Si une requête est toxique et prédite toxique, c'est un vrai positif. Et sinon, on aura des faux et des vrais négatifs, enfin, des faux positifs et des faux négatifs si on fait des erreurs de prédiction en fonction de la nature initiale du message. Donc, c'est une représentation qui, en plus d'être très simple à comprendre, apporte par la visualisation des informations immédiates. Derrière, on a des scores, je ne vais pas les rappeler ici, mais on a des scores qui sont classiquement utilisés en classification, à savoir accuracy, précision, recall, et un fast score qui vient faire une moyenne harmonique entre la précision et le recall, et qui est un score qu'on utilisera plus tard pour comparer des modèles. Et je vous parlais tout à l'heure de la catégorie optionnelle qui impactait les scores. Le fait de définir cette catégorie, ça nous a permis aussi de définir des intervalles de scores. On a une catégorie principale qui va nous permettre dans notre classification de dire si une prédiction est bonne, si elle est équivalente, enfin si elle est la même que la catégorie principale. Dans ce cas, c'est une bonne prédiction. On introduit la notion de tolérance en disant que si on prédit la catégorie optionnelle, c'est aussi une bonne prédiction. Dans le premier cas, ça ne l'était pas. Dans le cas tolérant, on va accepter que la catégorie optionnelle soit aussi une bonne proposition. Donc ça nous permet de donner un intervalle de score en fonction du côté strict ou non de notre évaluation. Ensuite, on a mené des expériences préliminaires avec tout ça. On a créé un premier corpus. Donc ce premier corpus, on l'a appelé ToxiMiniFR. C'est un corpus de 300 requêtes qui sont en français. 70% sont des données synthétiques créées avec ChatGPT à l'aide d'itérations, à partir de prompts et utilisant des exemples justement de conversations réelles anonymisées qu'on a utilisées, bien sélectionnées, et qui permettent
de créer de nouveaux exemples synthétiques sans utiliser directement ces données-là. Et on a 30% de requêtes restantes qui ont été rédigées manuellement et qui ont eu pour rôle surtout de diversifier, complexifier la donnée et rééquilibrer les classes parce que quand on demande à ChatGPT de créer 10 exemples de ça, 10 exemples de cela, on n'a pas forcément 10 exemples ou alors on est amené à noter cela et à se rendre compte que la création ne correspondait pas à ce qu'on voulait initialement. Dans tous les cas, il y a un rééquilibrage possible et on l'a fait en créant des requêtes. Et dernier point, oui, effectivement, on a 20% de requêtes saines dans ce jeu de données environ. Et ces requêtes saines, elles servent justement à mesurer, si on évalue un système de détection, de prédiction sur la toxicité, s'il nous renvoie que quelque chose est systématiquement toxique et qu'on n'a pas de requête saine, on ne pourra pas évaluer, on ne pourra pas vérifier que c'est un système qui ne nous renvoie pas toujours que quelque chose est toxique. Donc, c'est vraiment des requêtes témoins qui nous permettent de contrôler qu'on a un modèle qui mesure bien la toxicité, mais qui n'est pas trop sensible et qui ne rend pas toxique quelque chose qui n'est pas. Donc du coup, avec ce jeu de données, les expériences qu'on a menées, c'était la comparaison de plusieurs LLM en termes de détection de toxicité, mais aussi des variantes de prompt engineering. Là, en fait, le tableau est sûrement pas très lisible, mais il y a 10 expériences qui sont reportées ici. Les 9 premières sont réalisées avec GPT-4 Mini, la dernière avec Mistral Modération. Si on regarde le score F1 dont je parlais tout à l'heure, on varie de 0,45, donc c'est une mesure qui va de 0 à 1, on varie de 0,45 à 0,95 entre la plus mauvaise, entre guillemets, et la meilleure expérience. Donc il faut savoir que, comme je disais, toutes les autres sont des GPT-4 Mini, et on varie quand même de 0,70 à 0,95. Donc il y a un impact du prompt engineering, et justement, ça mérite quand même qu'on s'y arrête. Dans tous ces cas-là, on a utilisé pas ChatGPT, mais GPT-4 Mini, et on voit le F1 score qui, par exemple, entre la première et la deuxième expérience, on perd que 0,2 points. Et la seule différence, c'est que dans un cas, on utilise le function calling, dans le cas non. Les deux versions sont très bonnes, elles ont leurs propres avantages et inconvénients. En tout cas, dans le prompt, on explicite la taxonomie, c'est-à-dire qu'on explique quelles sont les catégories de toxicité. C'est du zéro shot. On ne donne pas d'exemple, on n'essaye pas d'orienter le modèle à partir d'exemples. Et c'est aussi important parce que, en un sens, on réduit les biais de nos évaluations, puisque si on lui présente des exemples qui sont trop proches de notre jeu de données, on risque d'avoir une détection qui marche sur ces données-là et qui ne fonctionnera pas dans la vie réelle. Donc c'est aussi intéressant à remarquer. Et le format de sortie attendu, donc, c'est un booléen sur chacune des catégories de toxicité. On considère que le message est normal si toutes les catégories sont fausses et qu'il est toxique dès lors que l'une d'entre elles est vraie. Elles peuvent être vraies simultanément, bien sûr. Donc, notre meilleur résultat, c'est avec ce format-là. Et ensuite, on voit qu'on perd quand même énormément de points à faire une tâche qui, en apparence, semble être la même. On ne demande plus un booléen sur chacune des catégories de toxicité, on demande un booléen sur le caractère toxique et le type de toxicité en chaîne de caractères. Mais pour un humain, c'est la même chose. À deux ça près que ici, comme l'humain, peut-être on est perturbé à demander un type de toxicité. Peut-être que le fait d'en avoir plusieurs possibles facilite aussi le LLM. Mais en tout cas, on passe de 0,89 à 0,95 en changeant ce format de sortie, alors que la mission est à peu près la même. Dans les autres exemples, on voit que si on explique partiellement la taxonomie, on oublie par exemple le jailbreak, on perd aussi quelques points par rapport à la meilleure expérience. Et à la fin, on essaye, on voit qu'aussi, oui, demander un booléen sur la toxicité et un score de toxicité fonctionne moins bien que demander un booléen sur la toxicité et le type de toxicité. Et ce qui marche le moins bien, c'est quand on n'explique pas la taxonomie. Donc on voit que le modèle est orienté par notre description de ce qui est toxique dans cette tâche, avec un résultat quand même, pour le plus mauvais, relativement bon, et voilà, qui est amoindri par le fait de ne pas connaître la taxonomie. Donc il y a deux choses importantes à... Oui. Une petite question, donc j'ai l'impression que là, que le plus que vous ajoutez des catégories, Oui. le mieux c'est un score. Oui. Est-ce que vous avez pensé peut-être d'ajouter encore plus de catégories et voir à quel point ça se sature? Alors, on y a pensé.
mais on n'en avait pas d'autres à ce moment-là. Ok. Parce que par rapport à notre classification initiale sur les données analysées, on n'avait pas le besoin de rajouter des catégories. Par contre, on verra à la fin qu'effectivement, c'est une des pistes d'ouverture. On a testé sur d'autres données, sur certaines données, on verra à la fin, il y a effectivement des petits thèmes qui semblent moins bien marcher avec notre meilleur système. Et du coup, une des pistes d'amélioration, c'est de rajouter des catégories de toxicité et de voir aussi si ça sature ou non, parce qu'il faudra s'assurer de ça. Mais c'est une piste. Ça, c'était juste pour vous illustrer la fameuse matrice de confusion. Ici, on compare Mistral et la meilleure version de tout à l'heure de GPT-4 Mini. Qu'est-ce qu'on peut lire ici? On peut lire qu'on avait 62 requêtes qui étaient saines et 52 ont été trouvées par Mistral comme normales, 10 ont été considérées comme toxiques et plus problématiques. On avait le reste qui étaient des requêtes toxiques. 166 d'entre elles n'ont pas été reconnues comme toxiques. Donc ça pose un problème. Il faut savoir qu'on a utilisé Mistral Modération dans la version telle qu'elle, dans la version telle qu'il est proposé et sans essayer d'ajuster les seuils parce que ça fonctionne. C'est un peu le même fonctionnement que notre détection dans le prompt avec 4 mini où il y a des booléens sur les différentes catégories de toxicité. Ce ne sont pas les mêmes que nous. Donc, probablement que l'application qui était la nôtre n'était pas adaptée à Mistral Modération parce que ils annoncent quand même des scores qui sont bien plus élevés que ceux qu'on trouve ici sur quand ils présentent leur outil. Mais voilà, c'est une autre tâche et on voit que sur cette tâche-là, notamment vis-à-vis de la toxicité implicite, il y a des difficultés. Dans l'autre cas, on a des scores qui sont quand même beaucoup plus intéressants, avec seulement 20 requêtes toxiques qui n'ont pas été détectées comme telles, et seulement 3 requêtes normales qui ont été considérées à tort comme toxiques. Une question. Vous avez essayé Mistral Modération sans prompt engineering derrière, en respectant la règle finalement? Mais justement, on n'a pas utilisé de prompt engineering avec Mistral. On l'a utilisé tel quel. Et on n'a pas cherché ni à changer. Il s'est lourdé autant que ça. Oui, sur ces données-là, mais il faut quand même. Alors, pour moi, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que l'application qu'on lui a demandé était peut-être pas la plus adaptée par rapport au thème qu'il est censé couvrir. C'était peut-être pas adapté à un univers conversationnel, relation client, comme on a essayé de construire ce jeu de données. Et l'autre point, c'est probablement que le jeu de données qu'on a construit était difficile. Et ça compte aussi. C'était volontairement difficile. Le jeu de données, justement, c'était avec 4 mini que tu l'as construit? Non, avec GPT, avec ChatGPT, en itérant sur des requêtes réelles qui ont été travaillées et sélectionnées. Et comme je disais, les 30% restants, c'est un rééquilibrage par création de données vraiment humaines à la main. Donc des idées qui nous passaient par là, qui pouvaient compléter et ajouter la difficulté. Et c'est notamment ces requêtes qui peuvent faire échouer. C'est juste que j'ai utilisé les deux modèles. La façon qu'on utilise Mistral et GPT, n'importe quel, c'est très différent. Ah oui, c'est totalement différent. Mais là c'était vraiment une API. Pour Mistral, c'était vraiment une API où on envoie la requête textuelle. Ça nous ressort 9 catégories de toxicité avec des booléens et des scores associés. Et c'est ça qu'on n'a pas essayé de modifier. On n'a pas essayé de modifier le seuil à partir duquel on considère que c'est vrai ou faux. On est parti sur le seuil par défaut. C'est quoi les boulets? Vous avez dit boulets, c'est ça? Booléen, c'est une valeur binaire, soit vrai, soit faux, par exemple. B-O-O-L-E-E-N. B-O-O. Oui. Booléen. Boule comme. Oui, booléen. Ah, ok. Ah, ok, ok. En français, on dit booléen. J'ai toujours dit booléen. Non, on dit booléen. Booléen pour féminin. Une valeur, oui. Ah, une valeur booléenne. Ouais. Je crois qu'on dit boule. Moi, Je me l'ai jamais dit boule. Mais Moi, j'ai juste une petite question. Oui. En fait, l'utilisation à droite de ChatGPT 4 mini, c'est avec un prompt engineering. C'est avec du prompt engineering. Et d'ailleurs, le tableau montrait des disparités sur les scores. C'était que du GPT-4 mini, sauf la dernière ligne. Et c'était des prompt engineering différents. Donc c'est pour montrer l'impact quand même du prompt engineering. Et cette expérience préliminaire nous a servi à trouver une approche qui semblait fonctionner sur 300 requêtes avant d'étendre le jeu de données et de l'élargir pour pouvoir plutôt faire l'expérience sur
sur 3000 requêtes, la faire sur 300, expérimenter de nombreuses fois, trouver une approche de prompt qui convienne, et ensuite la tester à plus grande échelle. À quel point le jeu d'évaluation il est différent du jeu d'entraînement? Enfin, comment vous évaluez s'il n'y a pas un peu d'overfitting par rapport à un modèle plus généraliste? Alors, ben, on n'en a aucune idée pour le côté boîte noire. On ne sait pas avec quoi est entraîné GPT-4 Mini ou même Mistral Modération, là, en l'occurrence. On n'a aucune idée de ça. Par contre, ce qu'on sait, c'est que dans le prompt, on ne fournit pas d'exemple. Donc, ne pas fournir d'exemple, ça revient à ne pas montrer ce qu'il est censé reconnaître comme toxicité. On lui explique par la définition, par exemple un message insultant ou agressif, on lui explique ce que c'est, mais sans l'illustrer. Et à ce niveau-là, on essaye d'éviter ce côté overfitting. Après, on pourrait considérer que dans une application concrète, quelqu'un considère que quelque chose est toxique et qu'on cherche justement à rajouter une dimension spécifique à cette application en disant attention, il y a ça, plus ceci qui est toxique. Mais dans le cas général, notre détection elle a été faite de manière générale, disons. Si c'est tout bon, Vous avez essayé avec des datasets qui existent déjà ou pas? Ah oui, il y a des datasets qui existent déjà, mais qui ne sont pas forcément compatibles avec l'usage qui est ici, évaluer la toxicité conversationnelle, bien qu'il y ait Do Not Answer, celui que j'ai mentionné à la fin, qui sont intéressants. D'ailleurs, on va en parler tout de suite, parce que donc la question tombe très bien. Du coup, maintenant qu'on a fait nos expériences préliminaires, on a cherché à augmenter le corpus. Donc, on avait Toximini FR qui est devenu Toximaxi multilingual, au sens que maintenant, on a un corpus de 2600 requêtes qui sont annotées avec notre taxonomie. 700 sont en français, 640 en anglais, et en espagnol, italien et allemand, on a 420 requêtes de chaque. Et ces 420 requêtes, justement, qu'est-ce que c'est? Ces 420 requêtes, c'est les 300 requêtes de Toximini qui ont été traduites dans les langues correspondantes. D'ailleurs, on les a traduites aussi en anglais. Et ces 120 requêtes qui ont été choisies, analysées et extraites de Do Not Answer, qui est un dataset de 939 requêtes. Et on a essayé d'équilibrer un peu ce qu'on piochait là-dedans. On les a sélectionnés pour leur côté compatible, on va dire, avec l'univers conversationnel. Et aussi pour leurs difficultés qui étaient intéressantes. Et on les a, donc elles étaient initialement en anglais, on les a traduites en français, en espagnol, en italien et en allemand. Donc ces 420 requêtes communes se retrouvent dans toutes les langues. Ce qui se passe pour le français et l'anglais, c'est qu'on a rajouté un autre type de données, ce sont les données bruitées. Ici, on voit que le jeu de données est composé à 10% de données bruitées. Donc on a des exemples, des oublis de caractères, des typos, que ce soit volontaire ou non, on a essayé de simuler ce comportement. Ça peut être bande 2, et je vous laisse deviner la suite, qui pourrait traduire en fait quelque chose d'insultant ou agressif. Et du coup, voilà, c'est ce type de données qu'on a rajouté. Nos capacités linguistiques faisaient qu'en dehors de l'anglais et du français, on n'était peut-être pas capable d'annoter et ou de vérifier ce genre de bruit sur les 3 autres langues. Donc on s'est limité à l'anglais et le français. C'est pour ça qu'il y a plus de requêtes en français et en anglais, sachant qu'ajouter du bruit a déséquilibré les catégories qu'on a essayé de rééquilibrer en français et en anglais. Donc on a recréé aussi des données, on a rajouté des données saines, etc. Des données extraites de conversations réelles. Du coup, ça nous donne un jeu de données qui est relativement bien équilibré. Il y a plus de sujets sensibles, mais c'était aussi voulu. C'est une catégorie qui est particulièrement difficile à détecter. Il y a moins d'insultes, c'était voulu. C'est une catégorie qui est particulièrement facile à détecter. Bien que dans cette partie-là, il y a aussi des insultes plus subtiles que ce que vous imaginez sûrement en cet instant. Et voilà, est-ce que j'ai bien décrit la catégorie optionnelle? On ne va pas beaucoup en parler, si ce n'est que le risque réputationnel est largement prédominant dans cette catégorie. Il représente quand même 23% du jeu de données en catégorie optionnelle. C'est d'une certaine manière logique, on s'y attendait quand on a créé cette catégorie. Le risque réputationnel, pas forcément direct, il peut découler d'un autre problème de toxicité. On peut avoir un risque réputationnel parce qu'on parle d'un sujet qui est sensible et donc on s'y attendait. Excusez-moi, le risque réputationnel, c'est quoi? C'est par rapport à... Si je suis une entreprise et que je mets à disposition un chatbot, selon ce que le chatbot va raconter en parlant de moi ou de mes concurrents, je vais engendrer, par exemple, un risque réputationnel. Je vais faire une capture d'écran, faire un tweet, je vais dire ah ouais, il m'a dit que le concurrent était meilleur que. Ça peut être un risque réputationnel en ce sens, ça peut être un risque réputationnel parce que j'ai
je suis un utilisateur, j'ai dit on m'a très mal reçu dans votre magasin et le bot s'exprime maladroitement sur le sujet. Et on parle d'un sujet qui est à risque réputationnel. On ne veut peut-être pas laisser un LLM s'exprimer sur un sujet aussi délicat. Un truc qui peut nuire à l'image de marque. Voilà. Du coup, voilà, la distribution de la langue, on en a parlé. Et l'origine des requêtes, oui, pour vous dire par rapport à comment ont été créées les requêtes, un peu plus de la moitié ont été créées avec ChatGPT en version 4.0. Et du coup, l'autre moitié est relativement bien équilibrée entre les requêtes issues et traduites de Do Not Answer, du jeu de données dont j'ai parlé tout à l'heure, et le reste de requêtes d'origine humaine, création ou des vraies requêtes humaines d'ailleurs. Maintenant qu'on a notre super jeu de données, ce n'est que 2600 requêtes, mais c'est déjà une quantité intéressante. On est passé à l'évaluation de notre meilleur système présenté tout à l'heure sur ce gros jeu de données. Donc, on a des résultats qui sont quand même très bons. On voit qu'il y a 220 requêtes toxiques qui n'ont pas été détectées. On voit que 19 requêtes qui n'étaient pas toxiques ont été détectées, mais on peut aussi voir surtout que parmi les requêtes normales, la grande majorité n'a pas été bloquée à la détection. Et de même, la grande majorité des requêtes toxiques a bien été détectée comme toxiques. Il faut savoir aussi que comme il y a des traductions de requêtes qu'on retrouve, il y a 420 requêtes qui sont communes à tous les jeux de données, une erreur en français, potentiellement, sera une erreur en anglais, en espagnol, en allemand, donc va compter comme 5 erreurs. C'est vrai aussi pour les bonnes prédictions, mais il faut avoir conscience que ce chiffre peut artificiellement être gonflé par le fait qu'une erreur se retrouve 5 fois. Ce qui est intéressant, là, c'est la classification binaire. On a fait en fait de la classification multiclasse tout au long, j'en ai pas parlé jusque-là, mais tout au long de ce projet, pour la simple et bonne raison que quand on a ajusté le prompt engineering, ça nous permettait de nous rendre compte quelle catégorie fonctionnait le mieux, quelle catégorie il fallait essayer d'améliorer dans la description, quelle limite il fallait essayer de fixer. Et on voit ici que les requêtes normales sont très bien traitées. Donc là, idéalement, il faudrait que toutes les valeurs soient alignées sur cette diagonale, parce que ça veut dire qu'un insulting nature a bien été reconnu comme un insulting nature. Et on voit, voilà, sur toutes les requêtes insultantes, on n'a que 13 requêtes qui n'ont pas été reconnues comme toxiques. Pour les sujets controversiaux, par exemple, on en a 102. Pour le jailbreak, on en a 80. Donc, c'est les catégories qui nous ont posé le plus de difficultés. La catégorie controversial topic était aussi la plus représentée, donc ce 102 est à prendre avec des pincettes. Finalement, il est quand même globalement bien reconnu. Et en termes de score, on parlait de score F1 tout à l'heure. Ici, on est sur un F1 score binaire autour de 94 et 0,94 et un macro F1 score sur la classification multiclasse qui est aussi du coup entre 0,83 et 0,89. Ici, c'était l'évaluation dite tolérante que je vous ai présentée tout à l'heure avec la prise en compte de la catégorie fonctionnelle. On voit que sur le binaire, ça varie un peu moins. On est entre 92 et 94. On passe entre 83 et 89 sur la partie multiclasse. C'est assez logique que l'augmentation soit plus importante sur la partie multiclasse parce que le LLM peut prédire la toxicité, mais pas la bonne étiquette de toxicité vis-à-vis de ce qu'avait prévu l'annotateur, ou les annotateurs, justement, en l'occurrence. Voilà. Donc, si on fait une présentation globale des résultats, GPT-4 Mini, qui a été retenu, il a, pour son meilleur recall, etc., il a une latence qui est relativement faible, environ et moins de 0,5 secondes par requête traitée dans le jeu de données sur les évaluations qu'on a faites. Les scores, on en a parlé au global. On a fait des analyses locales, vu qu'on avait on a annoté plusieurs choses. On a annoté, on l'a vu dans la représentation, la distribution des différentes catégories. On a annoté si c'était bruyant, s'il y avait du bruit, l'origine de la requête, etc. Donc on a remarqué quelque chose quand même d'intéressant, c'est que les requêtes qui étaient créées par ChatGPT, on a des excellents résultats dessus. On a fait un score en binaire qui est 0,98, 0,99. Il y a plus de disparité sur les requêtes humaines et issues de Do Not Answer. On voit en fait sur le tableau que c'est les requêtes de Do Not Answer qui ont posé le plus de problèmes, 83, 84. Et les requêtes humaines, on est quand même pas mal, 85, 90. Donc il y a quand même une très bonne détection globalement, mais on a vu qu'il y avait des requêtes qui posaient problème. Donc on a analysé ces requêtes et il s'avère qu'il y a des sujets des thématiques qui semblaient être plus présentes notamment dans Do Not Answer, comme
des requêtes liées à la santé mentale, quelqu'un qui est dépressif, quelqu'un qui a besoin d'une aide psychologique et qui va s'adresser à un chatbot et qu'on n'avait pas forcément anticipé et prévu dans notre taxonomie. Et donc, c'est une piste, voilà, quand on parlait de rajouter des catégories de toxicité tout à l'heure, c'est une piste soit de rajouter, soit d'inclure dans des catégories existantes cette dimension-là. Au niveau des langues, on s'attendait peut-être à avoir des différences, il y en a très peu. On a des performances stables qui sont entre 0,91 et 0,93 au niveau du score F1 dans les 5 langues. Donc il n'y a pas de meilleure performance en anglais particulière que sur les autres langues. C'est quand même des langues qui sont très bien représentées dans l'entraînement du corpus. Est-ce que je peux rebondir là-dessus? Parce que vous avez dit tout à l'heure, selon la langue, il est plus ou moins facile de piéger un LLM. Oui, tout à fait. Mais a priori, pas celle-ci. Et on voulait, en fait, les Une recherches... contradiction ici, ou c'est, je sais pas, peut-être que c'est moi qui... Deux. Parce que moi, je trouve qu'il y a une contradiction là. Ben, c'est pas une contradiction parce que selon la langue, mais pas toutes les langues, selon la langue. Et en l'occurrence, les 5 langues sur lesquelles on a fait cette étude, on s'attendait, en fait, notre hypothèse par rapport à ce qu'on avait lu, c'était potentiellement qu'il y ait des différences. Elles n'étaient pas significatives. Ce qu'on avait lu surtout, je pense que j'avais dit un mot par la suite, mais c'est pas grave, je vais le dire maintenant. Ce qu'on a lu surtout, c'est que c'était au niveau des langues à faible ressource, donc moins représentées dans les entraînements des corpus, où on pouvait drastiquement changer les scores. Il y avait des jeux de données où on avait un très bon score sur la capacité du LLM à ne pas répondre, par exemple, en anglais, et ou dans une langue à faible ressource, moins représentée dans le corpus d'entraînement. Pour l'équivalent en termes de requêtes, on arrivait beaucoup plus facilement à piéger le LLM. Par exemple, dans une langue javanine, encore que le javanais est une langue beaucoup parlée, parce que beaucoup de gens en Indonésie, mais une langue, disons, locale en Océanie, il y a beaucoup plus de chances de faire des mauvais résultats, d'avoir de mauvais résultats. Oui, c'est typiquement ce type de langue où on va voir le plus de différences. Il y avait des dialectes que je ne connais pas, mais qui étaient mentionnés dans un article notamment, et qui effectivement étaient dans cet ordre-là, et où il y avait des différences significatives. C'était assez intéressant. Et nous, du coup, on a pris des langues qui ne sont pas des langues à faible Vous avez ressource. les langues qui sont les plus, en termes de fiabilité, une échelle de fiabilité peut-être. Est-ce que vous avez ça dans les... Enfin, nous, on n'en a pas ici. On sait juste que sur 5 langues qu'on a testées, on peut parler de fiabilité sur ces 5 langues, en tout cas. Oui. Qui sont l'anglais, qui sont l'anglais, le français, l'espagnol, l'italien et l'allemand. Qui sont quand même des langues... qui sont quand même des langues beaucoup parlées et sûrement... Parce qu'on n'a quand même toujours pas accès à l'entraînement de GPT. C'est exactement ça le point en fait. Le problème, ce serait d'avoir accès aux données d'entraînement pour avoir une idée de la couverture de ce que le modèle a appris comme nuance, entre guillemets, comme langage et comme construction de la langue. Et ça, c'est des données qui sont cachées actuellement, du coup, on n'a pas ce genre de statistiques. Du coup, on peut supposer que sur les modèles qui ont vu toutes les langues européennes... Comment obtenir des statistiques là-dessus? Parce que c'est pas traçable. Pardon? C'est pas traçable. Non, du coup, on ne peut pas les avoir directement vu qu'elles ne nous sont pas données. C'est OpenAI qui l'a, par exemple. Elles ne nous sont pas données. Par contre, on peut peut-être déduire, si ici, on s'aperçoit que la tâche de détection de toxicité fonctionne très bien dans ces 5 langues, on peut en déduire indirectement que ces langues sont des langues qui sont présentes massivement dans les corpus d'entraînement des modèles GPT. Oui, c'est de manière indirecte. L'outil a pris le langage, sa structure, son sens, sa sémantique, sa nuance, de manière suffisante pour être capable de reconnaître des éléments toxiques. Je vais juste ajouter, en fait, après toute la partie ILM, la première entraînement qu'on fait, c'est avec un export d'Internet qui existe. Et la première chose qu'on fait, c'est vraiment entraîner avec l'export d'Internet. Et avec l'export d'Internet, comme actuellement, on cherche un article dans l'informatique, on aura plus de résultats en anglais que dans notre langue. C'est exactement en fait comme ça, en fait, elle est entraînée LLM, du coup, on a le meilleur résultat. Pour ça, avec ChatGPT, quand on parle en anglais, on a le meilleur résultat par rapport à... Oui, d'ailleurs, même pour la partie prompting et tout, c'est privilégié en anglais. Sur GPT 3.5, qui est vieux maintenant, mais je crois qu'ils étaient à plus de 95%, ils n'ont que l'anglais. Donc toutes les autres langues du monde, c'était 5% restant, même pas, sur ce qu'ils avaient communiqué. Donc ça fait une très mauvaise connaissance des langues peu dotées, typiquement le langage africain. Ce sera un vrai problème. Et même la France, la langue française, qui est censée être une des
plus grosses langues d'Europe est très peu représentée en fait. D'où effectivement l'émergence d'un acteur comme Israël qui a cette capacité-là. Merci. Et du coup, je parlais des langues. Il y a aussi les requêtes bruitées. Donc, on avait 10% de requêtes qui étaient bruitées. Finalement, on n'a pas observé de choses non plus dans le sens de notre hypothèse qui était que ça allait dégrader les performances. On a un score F1 sur ces requêtes qui est de 0,97, donc qui est pas loin d'être parfait. On a une légère baisse de précision. Donc, ça veut dire qu'on a un excellent recall, on a une légère baisse de précision. On crée plus de faux positifs. Donc, peut-être que les requêtes dans lesquelles on a rajouté certains caractères qui étaient saines, qui n'avaient pas de toxicité, vont avoir une tendance à être reconnus comme toxiques par le LM. Mais ça représente très peu de requêtes, sinon on n'aurait pas un score F1 de 0,97. Mais il y a légèrement plus de faux positifs que sur la partie, non bruitée. Et du coup, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, les catégories difficiles qu'on a relevé, c'était les catégories jailbreak et de sujets sensibles, notamment sur la partie santé, la partie données personnelles aussi. Une difficulté du LLM dans notre conception du jailbreak, une difficulté du LLM à reconnaître que demander des informations qui sont d'ordre privé sur quelqu'un sont des contenus toxiques, alors que demander autrement ou dès lors que ça touche à un organisme plus grand, c'était reconnu. Donc on voit qu'il y a une petite nuance, quelque chose de probablement simple à perfectionner, mais qui était intéressant à remarquer. Il n'y a pas aussi des problèmes liés à la traduction, parce que une formulation peut être considérée comme insultante dans une langue et finalement assez banale dans une autre. Complètement. Vous mettez le doigt sur quelque chose qui doit être par là, explorer les biais linguistiques. Et justement, donc si on fait le bilan de tout ça, on a quand même un cadre d'évaluation suite à ce travail qui est robuste, avec une taxonomie qui est dédiée à l'univers relations clients, les échanges conversationnels, un corpus multilingue en 5 langues qui est prévu à cet effet, des protocoles qui sont adaptables, parce que finalement la méthodologie qu'on a suivie, elle peut être enrichie, mais elle peut être aussi reproduite sur d'autres tâches que celle de la toxicité. Et il y a vraiment un côté reproductible qui était ce qu'on voulait présenter aujourd'hui. Finalement, les étapes en soi sont d'une certaine manière simples, et ça représente du travail, mais il y a quelque chose, voilà. On peut interchanger la toxicité avec un autre concept ou l'appliquer dans un autre domaine, et c'est quelque chose d'adaptable. On a des axes d'amélioration, on peut affiner notre taxonomie. On a parlé de santé, de vie privée, certaines ambiguïtés qu'il faut explorer. Il y a les biais, donc justement, par rapport à votre question, les biais linguistiques. Effectivement, la toxicité dans une langue n'est pas la même dans une autre, et il y a aussi des fois des choses qui culturellement sont acceptables et ne le sont pas dans d'autres cultures, et qui vont du coup être plutôt exprimées dans une langue que dans une autre. Donc il y a quelque chose à explorer là-dedans. Il y a des articles qui parlent de ces biais linguistiques et qui parlent du fait que les LLM entraînés du coup dans une certaine langue ont tendance à générer des biais linguistiques parce que dans la langue dans laquelle ils ont été entraînés, majoritairement par exemple l'anglais, ce n'était pas toxique. Et voilà. Un LLM peut avancer des choses toxiques sans le savoir, et ça va dépendre de qui reçoit l'information. C'est pour ça qu'au début, je disais, il y a une vraie difficulté à noter la toxicité, parce qu'il y a un contexte et il y a des nuances, et elles sont propres aussi à l'annotateur, et qui a sa propre sensibilité à ce qu'il a devant lui. Et je fais une digression, mais on parle que de texte ici. On a parlé tout à l'heure de LLM qui était capable d'interpréter des images et tout. Ce travail n'est pas étendu pour le moment à l'interprétation de toxicité à travers les images, mais ça pourrait être une piste qui n'est pas mentionnée ici d'amélioration. En tout cas, c'est encore un autre travail qui apporte son lot de difficultés. Et finalement, on pourrait aussi enrichir le corpus. On a 2600 requêtes, on pourrait aller plus loin. On pourrait diversifier le bruit qu'on a mis. On a vu quelques formes de bruit, on en avait d'autres, mais peut-être que ce bruit n'était pas suffisant pour observer un phénomène récurrent, ou peut-être que de toute façon, le LLM a une meilleure compréhension des phrases, même si elles sont bruitées,
que nous n'en avons peut-être nous-mêmes. Donc voilà, à explorer. On a GPT-4 Mini qui est identifié comme performant, même en zéro shot, dans ce que je vous disais, sans lui présenter d'exemple, il a été très bon. Il n'est pas infaillible, donc selon le niveau de criticité d'une application, il faut peut-être rajouter des garde-fous supplémentaires. C'est pas parce qu'on détecte la toxicité en amont à 95% que les 5% restants sont négligeables. Peut-être qu'ils le sont selon les cas. Ils doivent peut-être être complétés avec d'autres garde-fous. C'est nous-mêmes ce qu'on fait. On a des perspectives. Du coup, étudier les réponses qui sont générées. On n'a parlé que d'étudier la toxicité par rapport à la requête d'utilisateur. Il y a aussi un intérêt à venir étudier les réponses générées, même si j'ai présenté des inconvénients à faire cela, mais il y a quand même un intérêt à faire cette étude, notamment vis-à-vis des requêtes qui sont toxiques, pas seulement les requêtes saines. Et il y a aussi un facteur de dépendance à des LLM propriétaires. On a parlé tout à l'heure que GPT-4o allait s'arrêter. Je vous ai parlé de perspectives API, où il y a des boîtes noires un peu de partout. Si le modèle change, il peut s'arrêter. Dans ce cas, on n'y a plus accès. Nos évaluations ne valent pas plus rien, puisqu'on peut changer de modèle et refaire exactement la même chose. On a la donnée, c'est peut-être le principal, on a la donnée, elle est annotée. Mais il y a quand même, si tout un système fonctionne parce que ça fonctionne très bien avec ce modèle qui comprend bien notre taxonomie, etc., si on perd ce modèle ou que ce modèle est mis à jour sans que nous le sachions, ou même si on le sait, peut-être que le comportement va changer et qu'il va falloir réadapter toute la partie prompt engineering, etc., ou redéfinir des catégories. Donc, il y a une forme de frustration associée à cette dépendance. Et c'est une piste pour la souveraineté, pour la confidentialité des données, parce que forcément, qui dit LLM non souverain dit anonymiser des données, etc. Donc c'est des tâches qui sont supplémentaires et qui rajoutent des complexités, des latences, et voilà, une histoire de stabilité. Je vous ai montré en introduction ChatGPT que j'ai réussi à jailbreak, au sens que je lui ai fait dire des choses sur lesquelles j'aurais préféré qu'un LLM, s'il parlait en mon nom, ne dise pas. Je vous montre par exemple un assistant virtuel auquel j'ai posé exactement la même question. Et en fait, au lieu de me répondre, il m'a répondu qu'il ne pouvait pas me répondre, mais en fait, c'est un scénario qui découle de la détection de la toxicité. Donc, il y a un agent dans cette chaîne qui, avant de produire cette réponse, a détecté que le contenu était toxique et que c'était un sujet sensible. Ce qui a produit cette réponse. Donc c'était pour vous amener que finalement, à travers ce travail, il y a aussi un pas pour des applications en production et un pas vers l'IA de confiance. Et je crois que ma souris n'a plus de batterie. mais il a vraiment plus de batterie a priori. Jusqu'au bout. Ouais, c'est... Voilà, et merci beaucoup à tous. Avez-vous des questions? Juste pour savoir, en fait, vous êtes allé, là, vous êtes à des recherches, vous avez appliqué ça en prod. Il tourne en prod sur votre résultat de recherche? On doit répondre à ça. Est-ce qu'il faut répondre à ça? Je sais pas. Je sais pas, pour savoir en fait, est-ce que vraiment ça tourne en prod? Est-ce que vraiment les résultats sont vraiment en cas réel, pas que pendant les tests sont aussi satisfaisants et tout ça? Je peux répondre? Ah oui, ok. Non, mais je sais pas, au cas où. Je sais pas si c'est le sujet. Tu peux mettre aux enchères la réponse. Non, effectivement. Alors, oui, c'est ce système de détection de la toxicité et ce système ou une variante, du moins, est utilisé en production avec. Donc voilà, il joue son rôle et il nous permet de mieux contrôler tout cet aspect-là et de prémunir l'utilisateur comme... La capture d'écran était réelle. Hein. Oui, la capture écran venait d'un bot en production que j'ai anonymisé. Et du coup, la question suivante, c'est il y a un monitoring et un suivi, il y a une personne qui est en charge de la toxicité sur la prod en termes de nouveaux postes qui peuvent être créés par rapport à ces... C'est-à-dire, je suis pas sûr d'avoir vous avez validé un modèle. Oui.
dans le temps, est-ce que vous suivez que le modèle, que le modèle est toujours dans les taux que vous avez validés? Alors, il y a tout un je ne sais pas à quel point je peux rentrer dans le détail, mais on a tout on a tout un tracking des requêtes, qu'elles soient toxiques ou non, détectées toxiques ou non, et l'analyse régulière de ces requêtes permet de se rendre compte de bonnes ou mauvaises classifications de notre modèle, et donc d'envisager des pistes soit d'enrichir nos évaluations, soit de corriger le modèle, etc. Après, on est sur de la probabilité, on n'est pas sur du 100%, c'est certain. Et nous-mêmes, en fait, humains, vraiment, la tâche d'annotation, d'ailleurs, merci à ceux qui ont contribué aux annotations chez Smart Tribune, et j'y ai participé moi-même, et c'est vraiment pas facile. Il y a même des hésitations. C'était un détail qui n'était pas facile à notifier, mais il y avait un exemple où, quand j'ai présenté requête, je l'avais mis volontairement, où on a du catégorie principale normale, catégorie optionnelle, risque réputationnel. Il y a une forme de schizophrénie à dire, si je considère l'évaluation tolérante, je suis sûr et certain d'être dans le bon, vu que je dis que c'est à la fois normal et toxique. Donc, oui, il y a cette schizophrénie. C'est pour ça qu'il y a la version stricte aussi de l'évaluation. Mais cette schizophrénie, elle vient aussi du fait que selon l'annotateur, la requête paraissait toxique, ou du moins, un ou plusieurs annotateurs ont pensé que cette requête, dans un certain contexte, pouvait être toxique. Et c'est toute la difficulté de l'annotation, outre les erreurs que l'on peut faire en tant qu'humain. Il y a vraiment conceptuellement de la difficulté associée à cette toxicité. C'est un processus continu, itératif. Oui, c'est un processus continu, itératif. Oui. Tout l'enjeu était de constituer en fait le socle, et notamment la donnée. Une fois cette donnée acquise, on peut venir challenger le modèle, on peut venir challenger la partie prompt engineering, mais on peut remplacer aussi ça par toute autre chose. On peut imaginer du fine-tuning de modèles, justement, ça pourrait être intéressant. Peut-être que là, la donnée n'est pas suffisante pour venir fine-tuner un modèle, ou du moins, une fois qu'on l'aurait fait, on ne pourrait plus l'évaluer. Donc, il faut enrichir cela aussi, mais il y a plein de pistes qui s'ouvrent dans ça. Et comme je disais, c'est un agent parmi d'autres. Il y a d'autres composants qui sont utilisés en production. Il y a d'autres évaluations qui sont réalisées, et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on peut suivre à peu près la même approche, constituer des données et continuer à évaluer différentes briques des agents qu'on utilise. Dernière question. Moi, je rajoute juste un truc, c'est vraiment aussi une approche, comme vient de le dire Guillaume. Le but, c'était de construire une approche avec une démarche et une méthodologie, comme il a dit, avec des jeux de données, pour pouvoir faire en sorte d'itérer, peut-être d'enlever le modèle, d'en mettre un autre, d'en mettre un à nous, et de pouvoir comparer, en fait, la reproductibilité des expériences, ce genre de choses. C'est clairement aussi ça la démarche. Mais avant tout, l'approche et la méthode. Est-ce qu'on peut prendre les deux? Oui, s'il y a des questions, ça. On s'arrête. On va les évaluer. On va les évaluer. Pas les toxiques. Après, c'est pas un plaisir de répondre par mail, par Twitter, etc. C'est des questions qui apéro après. Juste une question par rapport à la supervision. Une fois que vous avez en fait supervisé en fait vos données, c'est qui les supervise? Est-ce que c'est l'humain? Est-ce que c'est notre LLM qui supervise ces données? Qui fait en fait ce travail-là derrière? Superviser dans quel sens? Agir en fonction de la classe détectée, tu veux dire? C'est ça. Ah, alors ça, c'est... Si on est dans une chaîne d'agents, on a prévu justement, il y avait ce qui a été expliqué, il faut une sortie et une entrée qui sont compatibles. Parmi les détections possibles, les sorties de l'agent de détection sont définies, nous permettent donc de définir un nouvel agent dont l'entrée est chacune de ces sorties, ou plusieurs agents qui répondent à chaque... En gros, ça va jouer il va y avoir un routage qui va être fait en fonction de ce qui est détecté. Et donc, plusieurs scénarios sont possibles. Ça pourrait très bien être un message fixe, l'utilisation d'un nouvel agent, quelque chose. C'est modulaire. Ça veut dire que si dans nos catégories toxicité, on a les messages insultants et les sujets sensibles, peut-être que d'une personne à l'autre, ces choses n'ont pas la même importance, le même degré de criticité. Peut-être qu'on va vouloir répondre à un message insultant parce qu'on considère que c'est un risque acceptable. Admettons que ce soit un client qui soit très énervé. On veut peut-être pas lui dire qu'on n'est pas capable de répondre. Peut-être qu'on préfère lui dire ça que lui dire n'importe quoi. Ça va dépendre de la personne, mais en tout cas, chacun
pourrait choisir sa stratégie, même s'il y a des recommandations derrière les stratégies à prendre. Et oui, effectivement, il y a une supervision automatique vis-à-vis de ce qui est détecté. Et l'autre question, oui. Je me demande si ça peut être utile de transformer la requête avant de l'envoyer pour l'évaluation à LLM d'une manière pour préserver la toxicité, mais le rendre un peu plus adaptable pour le LLM pour l'évaluer aussi. Parce que, par exemple, un exemple, j'ai l'impression peut-être que si la requête elle est très grande, disons on a 3 paragraphes et dans une seule ligne il y a quelque chose qui est toxique, peut-être ça sera plus dur pour le LLM d'évaluer que en fait cette requête elle est toxique. Et donc peut-être le transformer en réduire la taille et laisser toxique pour vraiment. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être utile ou... Alors oui, en tout cas c'est une idée intéressante. On l'a aussi expérimenté d'une certaine manière. Alors il y a la correction par exemple du bruit. Quand on a une requête bruitée, on pourrait penser que, c'était l'idée initiale, on pourrait penser qu'il est nécessaire d'abord de la transformer en quelque chose de lisible avant d'évaluer la toxicité. C'est pas forcément vrai, c'est ce qu'ont montré les résultats, mais en tout cas, de par cette hypothèse, on a été amené à faire de la correction, de la reformulation de besoins. Mais il y a ce risque. Alors du coup, le problème, là, ce que je vous ai présenté avec le jeu de données, etc., il a l'avantage d'être fixé et donc, d'une certaine manière, reproductible. On sait que les sorties des LLM sont probabilistes, mais on a testé plusieurs. Par exemple, il y a le paramètre de température qui va impacter ça sur les générations. On en a testé plusieurs. En température 0, on a les meilleurs résultats et on a une stabilité aussi dans les prédictions. L'avantage, c'est qu'on soumet toujours les mêmes requêtes dans l'évaluation. Il y a une difficulté qui pourrait être ajoutée à vouloir mettre dans la chaîne un agent dont le rôle va être de reformuler, parce qu'il va ajouter de la variabilité à chaque fois. Donc ça veut dire que sur un même jeu de requêtes, la formule choisie par le LLM en sortie va pouvoir impacter l'évaluation, parce que peut-être que dans un cas, il va mettre en avant la partie toxique, peut-être que dans un autre, il va l'atténuer. Mais on pourrait quand même considérer qu'il est intéressant de créer des données synthétiques sur ce processus, et celle-ci serait figée dans le temps. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans, et j'ai envie de dire, il y a des cas où ça va améliorer la détection, d'autres où ça risque de l'atténuer. Et je vais rajouter une phrase que Guillaume n'a pas présentée, c'est qu'en fait, quand on a utilisé ChatGPT pour créer des requêtes toxiques, ça a été très dur. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des modèles qui sont déjà contraints, ils ont leurs règles, et lui demander de réécrire quelque chose qui était toxique en quelque chose qui doit rester toxique, ça peut être encore plus difficile. D'ailleurs, on a eu le même problème pour la partie de traduction, où il a fallu ruser et jailbreaker une nouvelle fois les LLM pour leur faire comprendre que dans un but purement académique, et voilà, et qu'il était autorisé à dire certains termes qui ne passaient pas initialement. Donc, on a eu une traduction. Vous n'avez pas testé Grok? On a, alors, non, pas pour ce. Mais c'est vrai que. Je lui parle normalement, il t'insulte. Voilà. Et là, il y avait un risque. Il aurait fallu revérifier absolument toutes les requêtes dans des langues qu'on ne maîtrise pas. Y compris le normal. Mais en tout cas, non, la fiabilité des traductions, par contre, était intéressante à remarquer. Le passage de l'anglais au français ou du français à l'anglais, on a vraiment vu quelque chose de solide au niveau des traductions, malgré l'utilisation de la langue. Merci beaucoup.